Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous. La rencontre d'aujourd'hui marque déjà le mi-parcours du cycle de conférences, un cycle qui a pour objectif de valoriser le guide, l'intelligence artificielle dans l'art et dans les industries culturelles et créatives. Ce guide il a été coécrit par Octavio Coulez et Thierry Dutoit et publié par l'Organisation internationale de la francophonie en mai 2020 avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International. La conférence du jour est organisée en collaboration avec le Centre culturel français de Boston, l'Université de Laval et le Conseil québécois des arts médiatiques. Alors nous nous apprêtons à ouvrir les discussions autour du sujet de l'excellence francophone dans le domaine de l'IA et les industries culturelles et créatives. Si la Chine et les États-Unis restent les leaders mondiaux dans le secteur de l'IA, l'espace francophone n'en demeure pas moins un vivier particulièrement foisonnant. En francophonie, les initiatives innovantes émergent, elles se développent et elles continuent à faire des émules, particulièrement dans le domaine de l'IA appliquée à l'art et aux ICC. La preuve, vous l'entendrez d'ici quelques instants avec nos intervenants qui sont installés pour la plupart en Amérique du Nord. Sharon Weinblum, déléguée générale Wallonie-Bruxelles au Québec, fera le point avec nous sur les activités Wallonie-Bruxelles en Amérique du Nord en guise de mot d'introduction. Octavio Coulez, co-auteur du guide sur l'IA dans l'art et dans les ICC, éditeur numérique, philosophe, chercheur et membre du groupe d'experts de l'UNESCO, prendra le relais. En sa qualité d'observateur externe, il nous en dit davantage sur le leadership francophone en matière d'IA dans le monde des arts et des ICC. Doctorant à l'Université de Montréal, entrepreneur en intelligence artificielle, Alexandre de Brébisson fonde la start-up Lyrebird en 2017. Cette dernière a depuis fusionné avec une autre start-up, Descript, au sein de laquelle il fait aujourd'hui de la recherche. René Audet est professeur au département littérature, théâtre et cinéma à l'Université de Laval, au Québec, membre de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Il coécrit le livre blanc L'intelligence artificielle et le monde de l'édition. Il montrera le cadre, l'ambition et les principales recommandations du guide. Son binôme du livre blanc, Tom Lebrun, est juriste numérique, doctorant à l'Université de Laval et bientôt chargé de cours en droit et en IA. Il agrémentera le tout d'exemples concrets dans le contexte de l'édition. Chris Salter is an artist. He is the co-director of the Hexagram Network for Research Creation in Arts, Cultures and Technologies. He is the director of Hexagram Concordia. Chris Salter is currently working on the epilogue of his new book, but he took a break to give us a perspective in English to understand the design of AI regarding the new paradigms. En français, on continue avec Cédric Warny, qui est directeur de recherche scientifique chez Amazon à Boston. Son domaine de recherche, la compréhension du langage naturel de l'assistant vocal Alexa. Il nous racontera comment les équipes tentent aujourd'hui de rendre Alexa polyglotte et abordera également le modèle de langage développé par OpenAI GPT-3. Marine Tennyson est doctorante en recherche-création à l'Université du Québec à Montréal, au croisement des arts vivants, de la performance, des technologies, de la vie artificielle. Elle étudie la dynamique chorale entre un réseau de neurones artificiels et des performeurs à travers l'analyse du mouvement collectif improvisé, ou comment la vie artificielle devient, dans le contexte des arts vivants, un acteur et non plus seulement un outil. Nous quitterons ensuite le Québec pour rejoindre Paris, non sans passer par Christie's à New York, où notre dernier intervenant a vu le tableau Edmond de Bellamy, produit par le collectif d'art Obvious qu'il a cofondé, se vendre à près de 400 000 €. Pierre Fautrel nous parle d'art algorithmé et démystifie le genre dans les ICC. Il parlera également des autres projets du collectif qui ne manque pas de. Un moment de questions-réponses est prévu en deuxième partie de webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà partager vos questions dans le chat questions-réponses qui est situé juste en dessous. Le webinaire est enregistré et il sera disponible sur la chaîne YouTube de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles Paris ainsi que sur la chaîne du réseau francophone de l'innovation. Je vous partagerai les petits liens dans le chat conversation.
Et sans plus tarder, eh bien, je cède la parole à Sharon Wayne-Bloom, déléguée générale Wallonie-Bruxelles au Québec. Merci beaucoup Flora pour cette introduction. C'est réellement un plaisir de participer à cette série de webinaires avec aujourd'hui ce focus particulier sur l'excellence francophone sur l'IA dans les industries culturelles et créatives, en particulier en Amérique du Nord. Donc, comme Flora l'a dit, je suis déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Québec. Notre rôle en tant que délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec, c'est de représenter les gouvernements de la région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Québec et au Canada, et de soutenir vraiment le rayonnement des acteurs de Belgique francophone sur ces territoires. Donc, les industries culturelles et créatives sont réellement au cœur des priorités de nos gouvernements, de la région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de même que le soutien de notre écosystème en intelligence artificielle. Et ces priorités se reflètent réellement dans nos axes de coopération à l'international, tout comme dans notre positionnement, et en l'occurrence ici, notre positionnement en Amérique du Nord. Donc au Canada, outre notre délégation générale Wallonie-Bruxelles, nous disposons d'un agent de liaison scientifique, ainsi que de 2 bureaux économiques et commerciaux, dont un à Montréal, qui est également un hub digital Wallonia. Montréal étant une place extrêmement importante, comme nous allons le voir, pour le développement de la recherche en IA sur le continent nord-américain. Aux États-Unis également, Wallonie-Bruxelles a déployé un agent de liaison scientifique et une chargée de mission culturelle, ainsi que 5 bureaux économiques et commerciaux, dont un est un hub digital Wallonia, celui à San Francisco cette fois. Donc, cette présence nous permet de promouvoir et de soutenir des collaborations sur les matières de numérique et d'IA, et particulièrement d'IA dans les ICC, avec des acteurs vraiment d'envergure, tant aux États-Unis qu'au Québec. Cela permet des coopérations en recherche et innovation sur l'intelligence artificielle, mais aussi toute une série d'initiatives dont on n'aura pas le temps d'aller dans les détails sur chacune, mais pour en donner quelques exemples, la Wallonie constitue par exemple chaque année une délégation au festival South by Southwest à Austin, durant laquelle des activités spécifiques sont offertes aux représentants francophones, que ce soit du Québec, de France, de Suisse ou de Wallonie. De même, la Wallonie participe au village francophone en marge du Consumer Electronics Show de Las Vegas depuis 3 ans, avec également des événements de réseautage et de rencontres pour les francophones qui participent au CES. Et nous sommes également heureux, par exemple, d'accueillir chaque année des représentants des délégations, tant des États-Unis que du Québec, au KIC Festival à Namur, dont on a déjà parlé dans les précédents webinaires. Et à ce sujet, nous soutenons d'ailleurs des coopérations plus spécifiques, donc notamment sur le territoire québécois, pour en citer quelques-unes, autour de l'intelligence artificielle dans les ICC. Nous soutenons par exemple des projets conjoints entre le KIC Festival et Perte de Signal, acteur en art numérique au Québec, ou encore Labo et Electra, ou Transculture et la Chambre Blanche. Donc ces projets particuliers de partenariat sont soutenus par notre coopération Wallonie-Bruxelles-Québec, et sont des exemples parmi d'autres de relations vraiment sur l'expertise de l'intelligence artificielle et du numérique dans les arts et les industries culturelles et créatives. Donc tout ceci, ce sont quelques exemples qui témoignent de la richesse et des dynamiques que permettent donc cette excellence et cette expertise francophone dans le domaine. Ce webinaire vous donnera d'autres exemples plus concrets, ira plus dans les détails sur ce qu'apporte cette expertise et des échanges qui sont possibles en la matière. Je souhaiterais simplement finir par souligner donc effectivement la collaboration que nous avons mis en place notamment pour ce webinaire et remercier les partenaires qui participent également à ce webinaire, donc l'OIF bien entendu, mais également partenaires locaux ici, l'Université Laval, le Conseil québécois des arts médiatiques et le Centre culturel français de Boston. Et j'en terminerai là et je cède la parole directement à Octavio Coules qui va continuer et effectuer la première présentation. Merci beaucoup, Madame Weinblum. Je suis très content d'être ici. Et comme nous avons vu lors du dernier webinaire, quand on parle de l'IA et de ses enjeux, un problème qui revient souvent, c'est la question des biais. On le sait bien, les solutions d'apprentissage automatique peuvent avoir des biais, des stéréotypes, surtout car pour apprendre, les machines ont besoin de données fournies par des humains qui ne sont pas neutres. Et donc, les résultats peuvent reproduire des stéréotypes racistes, sociaux, de genre, etc. Eh bien, en jouant un peu avec cette idée de biais, de stéréotypes, c'est intéressant de voir que la discussion sur l'IA est elle-même aussi en quelque sorte biaisée. Et je dirais qu'il y a deux grands stéréotypes.
dans la discussion sur la question de l'IA et son application dans le domaine des ICC. Le premier stéréotype, c'est que nous sommes habitués à penser que les développements en IA viennent exclusivement des États-Unis ou de la Chine. Et donc, dans la plupart des débats et des conférences sur la question de l'IA, on discute assez peu des avancées menées dans d'autres pays. Un autre stéréotype est lié au fait que quand on parle de l'IA appliquée, il faut surtout se concentrer sur l'IA dans les domaines des transports, de la médecine, de la finance, de la défense. Et que l'impact de l'IA dans le secteur de l'art et des ICC serait un domaine, une question marginale. Donc voilà un deuxième stéréotype. Et je pense que la meilleure façon de neutraliser ces deux stéréotypes est d'étudier ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'espace francophone. Tout d'abord, l'espace francophone compte des universités et des centres de recherche en IA de premier ordre. On connaît bien le MILA à Montréal, ou les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle ou Institut 3IA en France, ou bien l'Institut Trail en Wallonie. Et si nous pensons spécifiquement à l'IA appliquée dans le domaine de l'art, la créativité et la culture, il faut dire que plusieurs pays francophones se trouvent dans une position de leadership au niveau mondial et montrent l'énorme potentiel et dynamisme de cet entrecroisement, de cette intersection entre l'IA et les ICC. Donc, dans les années qui viennent, il sera fondamental d'investir plus dans cette intersection. D'une part, pour promouvoir un écosystème culturel plus riche et plus divers. Nous l'avons vu lors des 2 premiers webinaires, l'IA aura un impact énorme sur tout le secteur culturel. Et ceci entraînera des opportunités et des enjeux qu'il faut adresser. Et d'autre part, l'inverse, pour stimuler la recherche en IA elle-même. Parce qu'en fait, les expérimentations et les avancées réalisées par les acteurs culturels dans le terrain de l'IA pourraient peut-être inaugurer de nouveaux champs de recherche scientifique. Donc, dans les deux sens, de la culture vers la science et de la science vers la culture, c'est pour cela que c'est fondamental d'investir plus, je pense, dans cette intersection de l'IA et les ICC. Et pour finir, j'aimerais dire que je me sens vraiment privilégié d'être ici parmi plusieurs des principaux chercheurs, entrepreneurs, praticiens et praticiennes de l'IA appliquée à l'art et aux ICC. Voilà, merci beaucoup et je passe la parole à Alexandre de Brébisson. Merci beaucoup Octavio. Je vais partager mon écran. Alors, mon nom est Alexandre de Brébisson. Je suis chercheur en intelligence artificielle et cofondateur d'une startup qui s'appelle Lyrebird. Et aujourd'hui, je vais vous parler très brièvement de l'histoire d'une technologie québécoise depuis son invention jusqu'à sa commercialisation. Alors, cette technologie, c'est ce qu'on appelle le clonage de voix. Ça consiste à pouvoir copier la voix de quelqu'un à partir de quelques minutes d'enregistrement. C'est une technologie qu'on a mis au point en 2017, alors que j'étais doctorant au laboratoire du MILA. Le MILA, c'est vraiment un très grand laboratoire d'intelligence artificielle qui se trouve à Montréal et qui est affilié à l'Université de Montréal. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand je suis arrivé en 2015 à Montréal, le laboratoire faisait une trentaine de personnes. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, je pense que c'est autour de 500 personnes. Donc vraiment, l'intelligence artificielle a explosé au cours de ces dernières années. Donc, j'étais doctorant là-bas en 2017 et j'avais un colocataire qui était aussi doctorant, qui travaillait sur la synthèse vocale. Je m'intéressais de près à ses travaux et on s'est rendu compte tous les deux que c'était possible finalement de copier la voix de quelqu'un à partir de quelques minutes d'enregistrement en adaptant certains algorithmes. Donc, on est tombé sur ça un petit peu par hasard. On répondait pas, on n'essayait pas de résoudre un problème en particulier. Et on s'est rendu compte du potentiel de la technologie. On a décidé de lancer une startup en avril 2017 qui s'appelle Lyrebird. C'est par rapport à pas mal d'autres startups, c'est un peu particulier dans le sens où on ne répondait pas à un besoin particulier de la société ou d'une industrie. On était tombé un peu par hasard sur cette technologie et en la révélant au monde en avril 2017, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup
d'intérêt pour ces technologies de divers milieux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des applications diverses, que ce soit des applications médicales, des applications dans le divertissement, dans les arts ou dans la création de contenu. Donc on s'est lancé et on a mis un peu plus l'accent sur la création de contenu au début de la startup. Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter en fait un enregistrement audio qui est donc une voix artificielle de quelqu'un qu'on a créé à partir de 5 minutes d'enregistrement. Et je vais vous montrer en fait la différence entre la technologie d'il y a 2 ans, qui date de 2018, et celle d'aujourd'hui pour vous montrer un petit peu le progrès qu'on a fait euh, par rapport à cette technologie-là. Donc, la première partie de l'enregistrement date de 2018, c'est ce qu'on était capable de faire au mieux en 2018, et la deuxième date d'il y a quelques mois. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond Donc, comme in the vous pouvez sky. l'écouter, ça devient de plus en plus dur finalement de différencier ce qui est généré de ce qui est réel. On est sur le point d'atteindre un niveau où on ne sera plus capable de dire si c'est généré ou si c'est un enregistrement original. Aussi, une autre chose qu'on a faite au début de la startup, on a créé la première vidéo complètement artificielle où non seulement l'audio est généré, la voix est générée, mais aussi l'image est générée. Donc, certains d'entre vous ont peut-être vu ces vidéos d'Obama qui dit des choses qu'il n'a jamais dites. Donc, on est capable de générer aussi les visages, l'expression finalement de Obama, en particulier sa bouche et la façon dont il parle, et de la synchroniser avec l'audio qu'on génère. Donc ça, c'était la première vidéo artificielle qu'on a sortie finalement avant que le terme deepfake, je ne sais pas comment le traduire en français, n'apparaisse. On est aussi assez connu pour notre charte éthique, parce qu'on est peut-être la première startup en intelligence artificielle à avoir eu une charte éthique dès le début, où on explique les lignes directrices qu'on va suivre pour introduire finalement la technologie au monde. L'an dernier, en juillet 2019, on fusionne avec une autre startup qui s'appelle Descript, et ensemble, on développe un logiciel d'édition de contenu audio et vidéo qui ressemble un petit peu à ce qu'on voit sur cette image-là. Donc, l'idée est assez simple. Vous avez un contenu audio ou vidéo, mettons que vous avez un podcast, vous le mettez dans notre logiciel et automatiquement, le logiciel retranscrit le contenu audio et vidéo en le transformant en un transcript. Et après, à partir du transcript, vous pouvez éditer directement l'audio et la vidéo sans avoir besoin de faire le travail laborieux d'édition vraiment dans le fichier audio ou vidéo. Donc, vous avez le transcript, vous avez les mots, vous avez les phrases, et vous pouvez faire de l'édition directement dans le transcript. Vous pouvez supprimer un mot, en rajouter un, et automatiquement, le mot est supprimé ou le mot est rajouté dans le fichier audio ou vidéo. Et donc, mettons que vous ayez un enregistrement, vous avez dit 2018 alors que vous vouliez dire 2019. Et bien, plutôt que vous réenregistrez en retournant dans le studio, vous pouvez simplement dans le transcript supprimer 2018, rajouter 2019 et régénérer l'audio. Donc, on développe toujours cette technologie de clonage de voix, mais aussi d'autres technologies d'intelligence artificielle pour finalement rendre l'édition de contenu audio et vidéo plus rapide. Je vais vous faire une démonstration très rapide du logiciel. Donc là, c'est le logiciel. On a un enregistrement audio d'une personne. Donc, c'est un vrai enregistrement audio. Je vais vous faire écouter la première phrase. The other day, I was Vraiment doing some humain research. qui a dit ça. Et grâce à notre technologie, grâce à Lyrebird, on peut éditer son contenu en éditant le texte. Donc, je vais supprimer ces mots-là et je vais les remplacer par I was trying to save the world, but it wasn't as easy as I thought. J'appuie sur Entrée, j'attends quelques secondes et le logiciel automatiquement va générer le contenu audio.
Et donc maintenant, je peux jouer la phrase entière. The other day, I was trying to save the world, but it wasn't as easy as I thought. Donc, comme vous pouvez Nothing le voir, crazy. le contenu audio a été rajouté et c'est assez imperceptible finalement la transition entre l'enregistrement audio original et le nouveau enregistrement audio. Pour l'instant, le logiciel marche uniquement en anglais, mais on a déjà fait des essais sur la voix française et ça marche assez bien. Donc, c'est une question de mois avant qu'on arrive finalement à en faire une version française. Donc, ça conclut ma présentation. Je vais passer virtuellement le micro à René Audet. Merci Alexandre. Merci à la délégation générale Wallonie-Bruxelles et à Octavio pour leur invitation. Et donc, nous sommes là, Tom et moi, pour vous présenter le fruit d'un travail mené dans les derniers mois, donc avec Tom Lebrun, qui est doctorant sous ma direction, et celle de mon collègue Georges Azaria, ici à l'Université Laval, dans la ville de Québec. Tom et moi, nous sommes plongés dans des contextes qui nous incitent à pousser plus avant notre réflexion sur les enjeux du numérique dans le cadre spécifique du champ de spécialisation qui est nôtre, soit la littérature et le monde du livre. Je suis notamment sensibilisé à titre d'un des principaux chercheurs du projet Littérature québécoise mobile, qui est un projet de recherche en partenariat financé par le gouvernement canadien, qui porte sur une appropriation plus grande des outils numériques par les acteurs du milieu littéraire au Québec. Et j'y suis sensibilisé également à titre de chercheur membre de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique dans son axe sur les arts, les médias et la diversité culturelle. À l'invitation de Tom, nous avons voulu élaborer un portrait nuancé des impacts de l'IA dans le secteur du livre. C'est que nous avions le sentiment que les discours sur les possibilités de l'IA sont très souvent minés, soit par des connaissances qui sont très imparfaites, soit par des généralisations qui sont abusives. L'IA est également perçue comme une menace par plusieurs acteurs du secteur du livre, qui viendraient compromettre l'idée de l'auteur du privilège humain d'écrire. Pensez à la polémique autour de cet article du Guardian qui a été rédigé par l'algorithme GPT-3. L'IA serait également une sorte de menace dans le cadre général du secteur commercial du livre. Et c'est là l'enjeu des grands joueurs, Apple, Google, Amazon, Kobo par exemple, qui ont une très très grande force de frappe en production et en découvrabilité. C'est quelque peu le dragon qui terrasse les petits joueurs éditoriaux et les instances régionales de distribution et diffusion du livre. Et nous avions aussi l'impression qu'un sentiment était partagé sur le fait que l'IA se trouve uniquement du côté des grands joueurs ou des grands méchants, que l'IA est inaccessible et que l'IA ne pourra que pervertir le milieu du livre. Et c'est donc à partir de ce constat que nous avons décidé d'aborder les choses autrement. Il existe actuellement plusieurs défis à relever dans la chaîne du livre. Notre postulat est que des problèmes peuvent être soulagés grâce à des outils alimentés par l'IA, comme par exemple une meilleure planification des stocks de nouveautés en librairie. Nous avons la conviction qu'il y a des possibilités nouvelles qui peuvent se dessiner. Imaginons si un éditeur peut initialement filtrer avec plus d'efficacité les montagnes de manuscrits reçus. Il y a aussi des dérapes ou des biais qui sont envisageables et il faut les nommer pour pouvoir les éviter. Soyons conscients notamment du danger lié à une forme d'uniformisation à outrance des produits culturels. Notre vision est informée par la conviction que parler d'intelligence artificielle au singulier est en soi un problème. Ce sont des applications bien variées de l'IA qui peuvent être envisagées. Et surtout, il faut comprendre l'intelligence artificielle comme une intelligence augmentée, un point d'appui pour mieux mener les activités propres aux divers volets du monde du livre. Et ce sont donc par 5 de ces volets que nous avons approché cette question de l'IA et du monde du livre dans le livre blanc que nous avons rédigé, à savoir quels sont les livres à imaginer, les formes d'assistance à l'écriture, tout le processus d'édition des textes, la distribution et la diffusion et la question de l'accessibilité des livres, de sorte de montrer comment l'IA peut en réalité travailler à préserver les différents maillons de la chaîne du livre. Et je laisse Tom poursuivre pour vous donner quelques illustrations plus concrètes et je viendrai conclure par la suite.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci René pour cette introduction. Je vais sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet et la présentation est assez succincte. Je m'en excuse d'avance des différentes étapes de ce livre blanc. Je vous redirige vers la lecture évidemment pour les détails et les démonstrations conséquentes. Un des premiers aspects auxquels on s'est intéressé pour l'utilisation d'IA dans le monde du livre, c'est la question de la prédiction des attentes de lecture avec des objectifs assez simples qui peuvent être imaginés pour les entreprises du monde du livre. Des objectifs comme analyser et cartographier des besoins qui n'existent pas encore. On sait qu'à l'heure actuelle, on a déjà des plateformes qui existent qui peuvent attribuer un best-seller score avec un taux de succès qui avoisine parfois les 80% pour prédire si le livre sera ou non sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on fait face à une alternative. Soit on veut promouvoir ce type d'utilisation au risque d'une certaine uniformisation de la culture, soit au contraire, on veut utiliser ces capacités de l'IA pour favoriser la diversité culturelle. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette alternative-là, elle se retrouve à tous les niveaux du monde du livre, sur tout type d'utilisation, mais que peu importe l'objectif qu'on souhaite mettre en œuvre, dans un cas ou dans l'autre, on doit nécessairement passer par une diversification et une augmentation assez significative de la collecte des données qui n'est pas suffisante pour l'heure dans les différents secteurs du monde du livre. Mais que si en plus on veut pouvoir aider les petites et moyennes entreprises, on sait à quel point ce maillage est important dans ce secteur, il faut absolument passer par une mutualisation de ces données entre les différents acteurs. L'un des deuxièmes possibles de l'utilisation d'IA dans le monde du livre, c'est une ouverture de l'horizon de création. Quelques chiffres pour introduire mon propos. À l'heure actuelle, on a un tiers des nouvelles publiées par Bloomberg qui sont générées par des machines. On a eu un nouveau système dont on entendra parler un peu plus tard et dont René a mentionné le nom, GPT-3, qui est lancé par la compagnie OpenAI. Pour la génération de texte, c'est extrêmement performant. Le système a été utilisé pendant plus d'une semaine sur la plateforme Reddit sans que les utilisateurs réalisent que c'était une machine qui parlait. Ça vous donne une idée d'où on en est. Pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser de telles solutions, à la fois pour avoir des assistants d'écriture, mais on a d'autres exemples. On a la compagnie Fable qui veut permettre d'extraire des personnages de romans pour vous permettre de communiquer directement avec eux sur les modèles des assistants vocaux comme Siri ou Alexa. Encore une fois, nous, ce qu'on recommande, c'est de mutualiser ces données parce que c'est des systèmes qui sont à la fois très difficiles à produire en raison justement du manque de ces informations-là. Mais c'est également des systèmes qui sont très coûteux, qui peuvent, dans le cas du système GPT-3, ça a coûté 4,6 millions pour l'entraîner. Une mutualisation peut être tout à fait mise en place si les acteurs publics veulent bien intervenir sur la question. Troisième possible, celui d'un assistanat de l'édition. On sait que les éditeurs reçoivent un très grand nombre de manuscrits, dont seulement 2% seront publiés en moyenne. Et parmi ces 2%, en général, 1% seulement deviendront des best-sellers. Donc, faire un premier tri dans ces manuscrits grâce à l'IA, c'est possible, ne serait-ce que pour classer les titres en fonction de leur thème, ce qui procurerait un gain de temps assez considérable pour ces entreprises. Petite mention également, selon l'Association of American Publishers, le livre audio, c'est le format actuel qui connaît la plus forte croissance, pas moins de 36% de plus lors des premiers mois de 2019. Donc, un développement des outils de transformation des manuscrits en livres audio est tout à fait possible grâce à l'IA. Je salue d'ailleurs Alexandre de Brébisson de Lyrebird, c'est un des possibles des capacités qu'il développe. On a des compagnies comme Booksby et Califiction qui développent des outils d'assistance à l'édition. Je ne resterai pas plus sur ce point. Juste mentionner que les éditeurs sont dans une position extrêmement privilégiée pour cette collecte des données et c'est à garder en tête si on veut mettre en place une mutualisation. Sur la question de la diffusion et de la distribution, je ne resterai pas très longtemps là-dessus. On sait qu'on vit à une époque où certains drones, notamment en Chine, peuvent transporter jusqu'à 5 tonnes de marchandises. On sait que dans le milieu de la diffusion et de la distribution, on a des gros problèmes parfois d'invendus. Pour les années 2015 à 2017, on n'avait pas moins de 50 000 tonnes d'invendus en flux-retour. On voit les enjeux et les gains potentiels pour une meilleure optimisation sur ce point. Je ne m'appesantirai pas là-dessus.
Dernier aspect, dernier possible de l'utilisation d'intelligence artificielle dans le monde du livre, bonifier l'accès aux livres. 610 000 titres publiés en 2017 juste pour l'espace européen, sans compter les titres autopubliés, 1 680 000 codes ISBN distribués aux États-Unis juste en 2018. C'est 40% de plus par rapport à 2017. Bon, on sait que ce n'est pas des chiffres qui sont toujours représentatifs du nombre de livres autopubliés, parce qu'il y a parfois plusieurs codes pour un même ouvrage, mais c'est tout de même significatif, toute une masse de production dans laquelle il est extrêmement difficile de se retrouver. L'intelligence artificielle peut être un moyen, évidemment, de naviguer parmi cette quantité de titres phénoménale. On a des exemples d'entreprises, encore une fois, je vous recommande la lecture du livre pour détailler plus avant les analyses. Mais la société Tamis au Québec propose par exemple de classer ces titres non pas uniquement au travers du texte, mais aussi au travers de la reconnaissance d'images pour une analyse des couvertures. Par exemple, quand vous avez des lecteurs ou des clients qui rentrent en librairie ou en bibliothèque, ils vont vous dire je cherche ce livre avec cette couverture rouge, tel personnage, il y a un phare, etc. Votre système algorithmique va être capable de classer les titres à la fois en fonction du texte, du contenu, de l'analyse émotionnelle et également de la couverture. Je rends la parole à René pour ne pas plus dépasser le temps imparti. Merci Tom. Donc on voit au sortir de cette rapide tournée que l'IA n'est pas une réalité, mais des réalités extrêmement diverses selon les différents volets qu'on a pu aborder. Elles viennent bousculer, augmenter la capacité des éditeurs et des acteurs du milieu du livre à mieux trouver leur place. Cette vision que nous développons dans notre livre blanc est appuyée par des témoignages de spécialistes du Canada, des Amériques, de la France, de sorte de partager cette conviction que la survie de l'écosystème du livre, un écosystème qui soit diversifié, est rendu possible ou est appuyé par l'adjonction de technologies d'IA contre des entreprises monopolistiques et que le recours à de tels outils nous permet de gagner une force de travail contre les grands conglomérats. Cette vision et donc les recommandations que nous formulons s'engagent notamment à la préservation de la diversité des expressions culturelles, mais aussi à une solidarité entre les maillons de la chaîne du livre, mais aussi à la promotion d'une intelligence augmentée pour soutenir les petites et moyennes entreprises dans une économie où il est très difficile de se tailler une place. Chris, your turn. Merci, René. Bonjour tout le monde. In this very, very short period of time, I want to kind of pull the discussion out a little bit into a more conceptual grounding and ask a very simple question, which is when we use the term intelligence in the word artificial intelligence, what do we mean by that and what work does that term intelligence do? And in order to address this, I want to give a kind of a framework of thinking about three different ways we might think about what we call intelligence. And there could be more than three, but these three I think are very useful because they also describe historical periods of which artificial intelligence research has taken place. Some of them are overlapping and some of them are separate. And these three paradigms include the following. So the first one is this idea that intelligence, we can understand intelligence as essentially what we would call symbol processing, the manipulation of symbols in a logical manner. And that's the first idea. The second idea is perhaps a more complex one, which is the idea that intelligence is a form of what researchers call self-organization or non-centralized autonomy, which is from the ground up, which occurs based on the connections of many small components. And those components in these frameworks are neurons. And the way those neurons connect brings about, from a ground up approach, what we might call intelligent behavior. So that's the second paradigm, which I'll briefly talk about. And the third is a very different paradigm. It's the idea that intelligence is based on the fact that we have a body. And that body moves and makes sense of the world based on the fact that we have sensors and we have motor applications. So we sense the world and then we act on it, or we invest in it, or we move through it. So three paradigms. One, the idea of the symbol that represents the world inside the head, inside the brain.
The second is numerical connections between neurons that bring about a sub-symbolic understanding of intelligence. And the third is the idea that perception, intelligence, emotion, cognition, in fact, are grounded in a fundamental bodily based understanding of the world. Now, I'm just going to briefly talk about each of those. Now, what do we mean when we say symbol processing? Well, if we go back to the origin of the term artificial intelligence, and you have to try to understand that when the term artificial intelligence was used in a 1955 proposal to the Defense Advanced Research Projects Agency of the United States, written by the mathematician, MIT professor John McCarthy, he wanted to describe a new field of research. The idea of artificial intelligence would be how to simulate what was understood at that time as intelligent behavior, which is learning, or in fact, any kind of form of intelligence, problem solving, so precisely that a machine could actually be made to simulate that. So from the start, our AI was a research program. It was not a technology, it was not a social concept, it was a research paradigm, a new research paradigm. And the idea was to try to make machines use language, form abstractions and concepts and solve problems and also improve themselves. And what was interesting about that idea was that in order to do that, we had to simulate something that we might call thinking. And at the time, thinking was understood as essentially memory, and memory has embedded in it some form of representation of the exterior world, what we call now a symbol. And how do we understand how those symbols relate to the world? Well, we have a series of rules that are structured in cognition, in our thinking, that helps manipulate those symbols and put them in different combinations, and kind of logical combinations. And therefore, we basically can understand how the internal world relates to the external world. So what's interesting here is that the system that was proposed for early artificial intelligence was knowledge-based. And knowledge, in this sense, consisted of a very specific idea, symbolic manipulation in the brain. Okay, now that's the first paradigm. It's what's been called in computer science research good old-fashioned AI or symbolic AI. And what's interesting is that phase of artificial intelligence was lasted from the mid-1950s up until the early 1980s, before the first so-called AI winter took place, before funding agencies in the United States and in the UK realized that the claims of creating a thinking machine were actually far off than reality and the research was proving. The second idea is this idea of thinking and experience as distributed. The most, let's say, the manifestation of that is what we call sub-symbolic intelligence. And the sub-symbolic is also called connectionism, or as many of us now understand it, artificial neural networks. And interestingly enough, even though in the news media, the notion of artificial neural network has kind of emerged since the early 2000s, actually mid 2000s, this is a concept that dates us back to the 1940s, pioneered by a series of mathematicians and early cognitive and computer scientists. And this idea of neural networks is quite interesting because it's based on this notion of what we call connectionism. Connectionism is essentially that you have all of these multiple self-reinforcing processes, loops, neurons reinforcing themselves and reinforcing other groups of neurons through what we call synapses, i.e. connections between those neurons, rather than this earlier idea of having a set of encoded representations somehow stored in the brain. So the neural network idea, the connectionist idea, is sub-symbolic. It's not a symbol, but it is numerical. And in the way we calculate the changes of connections as we look at the strength between neurons, and as those strengths change, we come to some conclusion that some type of change in the system is taking place. That's what might be called something like learning, for instance. And we're in a seminar now about the strength in the francophone, particularly Canadian North American context. It's no reason why deep learning research took off in the Canadian context, in Toronto and also Montreal, because essentially the Canadian Institutes for Advanced Research, CIFAR, were the only ones funding that kind of research once the AI winters took place in the 1980s and
around the mid-1980s. Canada is one of the few places actually funding research into neural networks. Now, finally, Model 3 is a fundamentally different model. And it's the idea that intelligence is embodied and situated. This is a term that anthropologists, sociologists use to describe how we are concretely relating to the world, not abstractly, not based on thinking, but based on our bodily presence in that world. Rodney Brooks, the famous AI roboticist, has a term where he called intelligence without representation. The world we're in is its own best model. And we don't need to represent that in a machine, because what we just need to figure out is how to get information from the environment through a sensor, and then act on that in that information in a intelligent way. An intelligent way is in this perceptual manner, which basically means we try to understand the conditions, the situation in which we're in, and then we respond to that situation. And then based on our response, that environment changes, and we respond again. And so there is a complex feedback loop that takes place. The linguists George Lakoff and philosopher Mark Johnson makes a very interesting point when they say our perceptual and sensory motor systems play a foundational role in not only how we physically move in the world, but actually play a very strong role in what we originally thought about as cognitive acts, which are things like defining concepts, defining language, and inferring things. These were thought to be very kind of, as I said, mental acts. But in fact, what these two philosophers and linguists argue is that bodily presence, bodily action is actually cognitive as well. So intelligence in this sense is very different than a kind of, let's say, neural network model, which is predominant right now in artificial intelligence, which are still predominantly, displaced from bodies. You might say neural networks are almost like brains in vats. They have no context around them. They're very good at what they do, but that's about what they do is all they can do. They cannot switch context, and they have to be, of course, as you know, trained on a huge amount of data to even distinguish in order to make error corrections between what the ideal that they're trying to represent or discover is and what the excess data is. So what's very interesting to conclude is that the arts, as the artist and critic Simon Penny argue, are an interesting place to try to understand artificial intelligence. We tend to think that artificial intelligence needs to be understood through sociological theories, through cultural models, through ethics discussions. But in fact, the interesting thing about artistic practice and cultural contexts in which that operates is that artistic practice is also fundamentally embodied, multisensory, and holistic. And political critique and reflexivity that we need in order to understand the social and political and economic impact of artificial intelligence can also emanate from actually practices that have a long history and understanding of how concepts versus experience, which the arts have dealt with for so long, might give us something interesting to understand about artificial systems. Merci beaucoup, and on to, I believe it's Marlène. C'est Marine ou c'est moi? Je ne sais plus. C'est lui, oui. Merci beaucoup. Merci, Chris. Alors, je vais partager une présentation. J'espère que vous pouvez la voir. Sinon, faites-moi signe. Alors, je m'appelle Cédric, je travaille pour l'assistant virtuel Alexa, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui ressemble à quelque chose comme ça. Et mon travail, plus précisément, se focalise sur la programmation de la compréhension du langage naturel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jusque récemment, la seule manière de parler directement à un ordinateur, c'était via du code ou langage codé, donc quelque chose qui ressemble à ça. Et le langage naturel, par contre, c'est ce que je suis en train d'utiliser en ce moment. Je vous parle en français, pas en code.
Et la compréhension du langage naturel, l'idée derrière ça, c'est d'interagir avec un ordinateur comme si c'était une personne à qui l'on parle normalement. Alors, je vais vous dire quelques mots de comment Alexa fonctionne, à un niveau très, très abstrait, on va dire. Mais Alexa reste aujourd'hui un assistant virtuel assez simple, elle comprend des requêtes assez courtes, c'est assez transactionnel, du genre quel est le temps aujourd'hui, est-ce que tu peux jouer tel ou tel titre de chanson, ou achète-moi une nouvelle brosse à dents, etc., etc. Et donc, ça reste assez simple et limité. Mais je vais vous donner un rapide exemple de comment ça fonctionne derrière le rideau, en fait. Donc, mettons que vous dites Alexa joue Thriller de Michael Jackson. La première chose qu'on va faire, c'est de convertir l'onde sonore en texte, et puis on va extraire les différentes propriétés sémantiques de ce texte. Et donc, il y a 3 propriétés sémantiques. La première, c'est on détermine dans quel domaine général cette requête tombe. Donc, dans ce cas-ci, ce sera la musique, mais il y a d'autres exemples de domaines comme shopping, vidéo, culture générale, etc. Et puis, on va déterminer l'intention. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer d'accomplir? C'est presque toujours lié à un verbe dans la requête. Et donc, dans ce cas-ci, l'intention, ce sera de jouer de la musique. Et puis finalement, on extrait les entités. Dans le cas de mon exemple, ce sera le mot thriller qui forme une entité qu'on classifie comme titre de chanson. Et puis le groupe de mots Michael Jackson ensemble forme une autre entité qu'on classifie comme nom de l'artiste. Alors une fois qu'on a généré cette couche sémantique, on va programmer la réponse qui sera une fonction de ce domaine, de cette intention et de ces entités. Et donc, on va aller chercher ce titre dans notre catalogue de musique et on va le streamer en retour à l'utilisateur. Donc, ça, c'est en gros comment ça marche derrière le rideau. Mais comme je disais, ça reste assez simple et transactionnel. Et ce qui m'intéresse, c'est comment on en arrive à quelque chose plus proche de ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le film, l'histoire se déroule dans un futur pas trop lointain où il existe un assistant virtuel qui a l'air tellement naturel que le personnage principal joué par Joaquin Phoenix en tombe amoureux, en gros. Alors, qu'est-ce qui nous fait tomber amoureux? C'est quelqu'un qui a de la personnalité, qui est créatif, etc., etc. Alors, loin de moi l'idée de débattre si tomber amoureux d'une intelligence artificielle est une bonne ou une mauvaise idée. Ce qui m'intéresse, c'est comment on en arrivait à un niveau tel d'intelligence artificielle qui paraît tellement naturel que quelqu'un pourrait en tomber amoureux. Et donc, dans les quelques minutes qui me restent, j'aimerais rapidement vous présenter un exemple d'intelligence artificielle récemment développée et qui, bien que très loin de ce qui est décrit dans le film, représente une étape prometteuse. Et c'est quelque chose que 2 intervenants ont déjà mentionné, c'est le système ou la technologie qu'on appelle GPT-3, développée par cette entreprise qui s'appelle OpenAI. Alors, voici quelques exemples. Cet article a déjà été mentionné par René, je pense. Donc, c'est un article qui a été écrit par GPT-3 à propos de GPT-3 et qui a été publié dans le Guardian. Et alors, il y a des études qui montrent que si vous demandez à GPT-3 de produire des tas d'articles, et puis que vous prenez un groupe de personnes et vous leur demandez de distinguer entre un article qui a été écrit par GPT-3 et un article qui a été écrit par une personne, en gros, ils ne sont pas capables de faire la distinction. Donc, c'est un signe de la qualité des textes générés par GPT-3. Alors, un autre exemple ici, c'est celui d'une personne qui a créé un système pour générer des sites web. Et donc, l'idée, ça fonctionne, vous décrivez le site web en langage naturel, et puis GPT-3 va le créer quasi instantanément. Alors, c'est un exemple très simple ici. La personne demande de créer un site avec un bouton à cliquer pour chaque couleur de l'arc-en-ciel. Et on voit que GPT-3 va générer du code. Donc, GPT-3 ne génère pas que du langage naturel, mais il peut aussi générer du langage en termes de code.
Et donc, dans ce cas-ci, ce sera du code HTML. Et on voit que le résultat est une page web évidemment très, très simple avec différents boutons de différentes couleurs. Donc, on est encore loin d'avoir un magnifique site web généré automatiquement, mais de nouveau, c'était une étape prometteuse, je dirais. Un autre exemple ici, c'est un cas où un cas médical est décrit et une question technique à propos de ce cas est posée avec 5 réponses possibles et on demande à GPT-3 de choisir une réponse et aussi non seulement de choisir une réponse mais de donner une justification, une explication pour cette réponse. Et on voit que c'est capable de produire une réponse assez détaillée. Un autre exemple ici que j'ai trouvé sur Internet, c'est un GPT-3 en gros qui fait une interview pour un job de programmeur. Et donc, c'est une conversation entre un intervieweur et GPT-3. Et l'intervieweur demande une question typique en informatique de comment inverser une liste. Et, on voit que GPT-3 demande « Ah, est-ce que je peux utiliser une méthode qui existe déjà ?» Et puis l'intervieweur dit « Oui, bien sûr. » Et donc, GPT répond avec une bonne réponse. Et puis, l'intervieweur pose des questions un peu plus détaillées, un peu plus poussées. Et GPT essaie de répondre. Au final, l'intervieweur dit que si ça avait été une vraie personne qui prenait cette interview, il n'aurait pas offert le job. Donc, GPT n'a pas été capable de vraiment répondre à toutes les questions. Mais que néanmoins, c'était assez impressionnant pour une intelligence artificielle. Alors, un autre exemple que je trouve assez marrant, c'est cette idée de générer des êtres synthétiques. Donc, les photos que vous voyez sur la gauche, c'est des personnes qui n'existent pas et qui ont été générées par une intelligence artificielle qui n'est pas GPT-3. Mais alors, ce que quelqu'un a pensé à faire, c'est de combiner cette intelligence artificielle qui génère des photos synthétiques hyper réaliste avec une histoire, un passé, une personnalité qui serait fournie par GPT-3 sous la forme de texte. Et donc, en combinant ces deux-là, on arrive à donner quelque chose qui peut devenir, par exemple, un compte Instagram. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont créé maintenant des comptes Instagram purement synthétiques avec les photos. Ce sont des gens qui n'existent pas et les textes qui accompagnent les photos, c'est aussi des textes purement synthétiques. Et il y a pas mal de gens qui aiment suivre ces comptes-là sur Instagram, même s'ils savent que c'est des êtres purement synthétiques. Et en gros, voilà, c'est les quelques exemples que je voulais donner. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller en détail sur comment GPT-3 fonctionne, mais peut-être dans la séance de questions-réponses plus tard. Voilà pour moi. Je vais passer la parole à Marine. Merci Cédric. Donc, c'est ça, je vais me présenter un petit peu. Donc, je suis chercheure créatrice, je suis doctorante à l'Université du Québec à Montréal et je suis membre Hexagram. Donc, je connais Chris, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur un projet d'exposition. Mon travail est interdisciplinaire, donc je suis originaire de Belgique et j'y ai fait mes études en théâtre au Conservatoire Royal de Liège. Et aussi, après ça, à l'ULG en communication. Donc, j'avais touché un peu, tant que je vivais encore en Belgique, à la fois à la pratique artistique du théâtre et aussi, dans des perspectives plus théoriques, on va dire, à de l'analyse des arts, et où j'avais opéré un croisement entre anthropologie de la nature et évolution du théâtre dans la pratique et les usages du masque au théâtre. Et puis, je suis arrivée au Québec et j'ai découvert la recherche-création qui rassemblait pour moi donc, ces deux perspectives, à la fois pratiques et théoriques, qui m'étaient chères. Et donc j'ai entamé un projet de recherche-création à l'UQAM. Donc, c'est un travail interdisciplinaire qui réunit, pour lequel j'ai réuni une équipe. On est quand même une grosse équipe autour de ce projet où j'agis un peu comme directrice artistique ou chef d'orchestre. Je ne sais pas trop quel nom me donner dans cette pratique.
Mais donc, pour vous expliquer un petit peu sur quoi je travaille, j'essaie d'opérer un rapprochement entre art vivant, théâtre, danse, performance. En fait, je me situe un peu au milieu de ces trois champs d'art vivant, avec des technologies de la vie artificielle et plus communément ce qu'on appelle intelligence artificielle, donc entre autres via un réseau de neurones artificiels et de l'apprentissage machine, donc deep learning, machine learning. Mon travail, en fait, c'est vraiment, je m'intéresse à ce que j'appelle des dynamiques chorales. Donc, en fait, je travaille avec une quinzaine de performeurs qui improvisent leurs mouvements selon certaines guidelines que je leur donne. L'idée, c'est de leur donner un objectif commun, puisqu'ils perdent un peu chacun de leur agentivité personnelle, vu que je leur demande de bouger en réaction les uns aux autres. Je me suis beaucoup inspirée des types de règles, entre guillemets, qu'on a identifiées dans les déplacements des animaux sociaux, comme les flocks, les schoolfish, les flocks d'oiseaux, etc. Donc, tous ces types de déplacements où, en fait, il n'y a pas vraiment de leader. Et donc, je m'intéressais beaucoup à ce type de mouvement. Comment est-ce qu'on peut bouger tous ensemble et quel est l'impact ou l'intérêt artistique qu'on peut voir dans une esthétique qui émergera finalement de ce type de mouvement qui, justement, lui-même n'est pas porté sur l'esthétique, mais sur l'organisation collective. Et donc, mon idée a été aussi de... non seulement d'étudier ça au sein du groupe de performeurs, mais aussi de les mettre en relais avec un RNA dans un dispositif technologique, donc, et de voir comment à la fois le RNA va pouvoir reconnaître en temps réel les types de stratégies, d'états, de phénomènes qui émergent des déplacements collectifs improvisés. Comment est-ce qu'il va pouvoir d'un côté les reconnaître en temps réel, mais aussi potentiellement participer, contribuer par une rétroaction à des changements dans ces déplacements collectifs. Et donc, si on veut, la dynamique chorale, c'est comme ça que je le nomme, à la fois, donc, c'est un jeu de tension, etc., entre les corps qui se déplacent, entre des enjeux personnels, communs, etc., mais c'est aussi... dans le jargon des performeurs, ils parlaient beaucoup de se sentir connectés les uns aux autres. Ils improvisent en silence, donc tous les déplacements se font vraiment dans ce qu'on appelle une écoute profonde. Et donc, ils doivent être très disponibles pour les autres. Et il y a plein de mots jargon, un peu comme ça, un peu de mots valises qu'on retrouve dans les arts vivants, qu'ils employaient, du style « je me sens connecté aux autres ». Ah là, on sentait vraiment l'énergie du groupe. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'aller aussi rechercher finalement qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent connectés les uns aux autres. Ces connexions qu'ils ressentent, je les ai appelées dynamiques chorales. Et c'est de dire qu'est-ce qui compose une dynamique chorale, qu'est-ce qui lui permet d'émerger et est-ce qu'un réseau de neurones artificiels peut contribuer à ce sentiment, à ces dynamiques chorales. Donc, ça, c'est pour résumer un peu le sujet de la recherche. Donc, c'est sûr que ici, le RNA n'est pas envisagé comme un outil de production. Il est davantage envisagé comme un actant au sens de la tour ou du nouveau matérialisme, donc c'est-à-dire une matérialité agissante avec laquelle qui participe de notre environnement, mais qui devient partenaire aussi de l'événement. Et donc, ma vision, mon approche de ces technologies, comme j'ai dit, c'est pas tant que c'est un outil, mais c'est davantage de voir comment est-ce qu'elles peuvent devenir partenaires en scène. Alors, évidemment, ça va beaucoup dépendre de si on réussit à générer une rétroaction entre ce dispositif et les performeurs. Et ça va dépendre de la manière dont on va réussir ou non à entraîner d'une manière optimale le RNA. Et ça c'est un des enjeux majeurs de la recherche. Il faut dire que c'est le genre de projet que j'aurais jamais pu faire dans un contexte professionnel normal à cause de ces enjeux. Donc, entre autres, la collecte de données. Si en musique ou en art visuel et médiatique, il y a des grandes banques de données qui existent et qui sont mises à disposition par exemple Google ou d'autres. Donc, il y a des grandes banques de données qui existent d'images ou de sons que les artistes peuvent utiliser. Eh bien, en art vivant,
c'est pas encore trop ça. Alors en musique, oui, mais pour le reste des arts vivants, c'est plus complexe. Et donc, l'approche est très artisanale, j'ai envie de dire. Donc, il faut vraiment qu'on construise notre banque de données nous-mêmes, que je la construise. Et donc, ça fait naître plein de questions, plein d'enjeux sur les biais, entre autres. Mais ici, les biais peuvent aussi être utiles. Par exemple, les biais qui sont liés à notre domaine, à notre jargon, à notre approche du mouvement ou la compréhension qu'on en a en tant que performeur, eh bien, elle est biaisée, évidemment, puisqu'on a été éduqué, on vient de certaines écoles de mouvement, mais de pensée aussi. Et donc, de voir comment est-ce qu'on peut les utiliser avec un dispositif comme j'en ai parlé, RNA, Machine Learning, Deep Learning. Donc, la récolte des données, eh bien, je dois faire un long laboratoire. Je travaille, donc, comme je l'ai dit, avec une quinzaine de performeurs, mais j'ai aussi des collaborateurs, dont un algorithmicien qui est doctorant également à l'UQAM en informatique, en mathématiques et informatique. Je travaille aussi avec un designer interactif, qui vient plutôt du milieu du jeu vidéo, mais qui travaille avec moi sur des performances. Et moi, je travaille avec lui sur des jeux vidéo. Donc, il y a un échange aussi qui se fait en dehors du projet. Et puis, je travaille aussi avec un ingénieur sonore et compositeur de musique à l'image. Et donc, tous ensemble, on collabore à engranger ces données, à les ramasser, à les collecter, principalement par flux vidéo. Donc, je fais un long laboratoire où on a beaucoup de pratiques du mouvement collectif improvisé avec les performeurs que je filme. Ensuite, on débriefe avec les performeurs et c'était vraiment un de mes souhaits de ne pas être la seule personne qui allait poser une analyse sur ce qui se passe dans l'événement, dans tous ces événements de pratique. Et donc, j'essaie de partir de ce que disent les performeurs. Et donc, dans mon processus créatif, j'inclus partiellement en tout cas, des méthodes de recherche en sciences humaines comme la théorisation ancrée pour faire ressortir les catégorisations, en fait les catégories, pour procéder à l'échantillonnage des données pour entraîner le RNA. Donc l'idée, c'est vraiment de partir de l'expérience du collectif, de comment ce collectif émerge aussi des événements, de l'expérience du partage qu'on a tous ensemble, et pour pouvoir donc créer tous les échantillons qui vont servir à entraîner le RNA. Une fois que cette première étape de recherche est faite et qu'on a pu entraîner le RNA et qu'on estimera que donc on a qu'il y a une interaction peut-être qui est intéressante entre le dispositif et les performeurs, eh bien ce sera de voir à ce moment-là, est-ce que en mettant des outputs visuels et sonores qu'on lie aux propositions du RNA, d'analyse du RNA en temps réel, si on y joint des outputs visuels et sonores, est-ce que les performeurs vont finalement intégrer ces informations? Est-ce qu'elles vont avoir une influence sur leur organisation de mouvement? Et donc, est-ce que ça va chambouler positivement, négativement, ou juste amener des changements qui vont être donc intéressants à observer? Et donc, est-ce que les performeurs vont estimer que le RNA contribue à leur sensation de connexion avec le collectif, avec leur sensation de dynamique chorale? Est-ce qu'ils considèrent que le RNA contribue ou non à ces dynamiques? Et donc là, on voit que s'ils considèrent par exemple que le RNA contribue, alors le RNA devient vraiment partie prenante, il devient actant au même titre que les performeurs de ces dynamiques chorales. Et à ce moment-là, je pense que ça pose des questions assez intéressantes en termes politiques aussi, de comment est-ce qu'on fait société, comment est-ce qu'on fait collectif avec ces technologies. C'est sûr qu'on a une image, Octavio en parlait entre autres, mais pas que, de menaces. On a beaucoup on définit peu intelligence et pourquoi est-ce qu'elle serait artificielle ou comment. Et donc, d'une certaine manière, de l'envisager non plus dans une intelligence individuelle finalement, où la machine serait à l'image d'un individu, mais de voir comment est-ce qu'elle peut collaborer à quelque chose de plus collectif. Voilà, ça m'intéresse énormément de sortir un peu de ce rapport de confrontation un à un. On a aussi beaucoup d'exemples où est-ce que la machine va berner le spectateur? Est-ce que le spectateur va vraiment croire que c'est une chanson des Beatles qu'il ne connaissait pas? Est-ce que le spectateur, est-ce que Deep Blue va battre
Enfin bref, et on est dans ce rapport de confrontation, de mesure d'intelligence à intelligence, en oubliant souvent que l'intelligence, c'est une construction sociale qui a des fois servi à écarter ou à dévaloriser une grande partie de la population, dont les femmes, entre autres. Et voilà, donc c'est de questionner comment est-ce qu'on peut envisager ces technologies autrement et davantage dans une perspective collective. Je vais passer le micro à Pierre Feutrel du collectif Obvious. Merci. Salut. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors ouais, je vais enchaîner tout de suite. Alors moi, j'ai un petit mot pour commencer l'introduction. Moi, je suis artiste contemporain. Je fais partie du collectif Obvious. Obvious, on est un collectif d'artistes qui fait des œuvres d'art avec des algorithmes d'intelligence artificielle. L'idée, c'est d'utiliser le deep learning et le machine learning comme des outils, comme certains ont pu utiliser la photographie ou même le burin et le pinceau avant nous. Donc, je vais vous partager mon écran, onglet la fraise, et on est parti. Donc, les trois que vous voyez là, c'est donc les membres du collectif. Voilà, donc Gauthier tout à gauche, Hugo, notre chercheur en intelligence artificielle qui sort de l'ENS, qui est une école très renommée en France dans cette discipline, et moi-même. Donc Hugo, il est chercheur en machine learning. Et donc, pour revenir un peu sur notre histoire, Obvious, c'est d'abord une histoire de potes. En fait, nous, on est trois, on a grandi ensemble, nos mères nous habillaient pareil quand on était petits, il y a des photos sur notre Insta. Donc, en gros, c'est vraiment une histoire de potes. Et il se trouve que Hugo, au milieu de l'image, est chercheur en intelligence artificielle. Et donc, en fait, on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel projet on pourrait faire ensemble il y a maintenant 3-4 ans. Et en fait, Hugo, fort de cette expérience dans l'intelligence artificielle, nous dit, bah, les gars, moi, j'ai cette compétence-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de ça? Et en fait, très vite, notre côté artistique et notre volonté créatrice prend le dessus. Et en fait, un jour, Hugo, on était en colocation. Un jour, Hugo, il rentre chez nous et il nous présente les Generative Adversarial Network, qui sont des algorithmes qui permettent de créer des images à partir d'un très grand nombre d'exemples. Donc, comment ça marche? On donne à l'algorithme un très grand nombre d'exemples. Donc, dans notre cas, 15 000 portraits classiques. L'algorithme comprend quelles sont les règles en commun de ces portraits, c'est-à-dire qu'il y a toujours une tête sur une des épaules, deux yeux, un nez, une bouche, une certaine forme de perspective, une certaine forme de couleur. Et à partir de ces codes qu'il a détectés en commun sur toutes les images, il va pouvoir recréer quelque chose. Et donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est notre première série. En fait, c'est il y a maintenant 2 ans et demi, on a créé une première série de portraits classiques pour pouvoir parler d'intelligence artificielle. Parce que nous, on ne désire pas que, comment dirais-je, on ne désire pas que faire des choses avec des algorithmes, on aimerait aussi en parler. Et en fait, ce qu'on trouve intéressant, c'est le rapport entre l'humain et l'outil. C'est quelles sont les frontières de l'art. Ça pose plein de questions philosophiques qui sont absolument dingues. Et en fait, nous, elles nous ont passionnés et on s'est dit, bah, il faut aller à la rencontre des gens et il faut faire de la pédagogie autour des algorithmes d'intelligence artificielle parce que pour ma mère, c'est Will Smith, iRobot et tout ça, alors qu'en fait, bah, finalement, ce sont que des algorithmes auto-apprenants et qui sont, en fait, il y a beaucoup de peur qui est liée à l'intelligence artificielle et la peur, la plupart du temps, elle vient de la méconnaissance de ce que c'est, c'est-à-dire d'a priori, etc. Et donc, nous, on s'est dit, partons dans une démarche pédagogique et explicative. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une première série de portraits et des portraits classiques. Parce qu'en fait, le portrait classique, c'est un peu le raccourci parfait sur qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, c'est un portrait classique. Et donc, l'œuvre que vous voyez tout à gauche aujourd'hui, là sur cet écran-là, c'est Edmond Bellamy. Et en fait, c'est l'œuvre qui a lancé notre carrière. C'est une œuvre qui a été vendue aux enchères un demi-million d'euros. En fait, ce qui est arrivé de absolument incroyable dans notre jeune carrière d'artiste, c'est qu'un jour, on reçoit un message de Christie's. Ça devait être, on avait déjà fait 4-5 pièces, vendues, eu quelques articles, mais rien de mondial. Et en fait, un jour, Christie's nous contacte et nous fait, bah, les gars, on aimerait mettre aux enchères une de vos pièces. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Donc, nous, on leur propose cette première série. Et en fait, bah, nous voilà, Gauthier et moi, pas Hugo parce qu'il s'était cassé la jambe à cette époque-là, mais Gauthier et moi dans l'avion pour New York, en avant vers le jour le plus incroyable de notre vie. C'est-à-dire que bah, vous vous retrouvez dans une salle de vente internationale et un des tableaux que vous avez fait commence à partir 10 000, 15 000 et que ça monte jusqu'à arriver à 500 000 euros. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que 500 000 euros, quand vous êtes un jeune artiste et que vous avez commencé votre carrière il y a 2 ans, ça fait un buzz mondial. Ça fait
je sais pas, on a fait 500 articles dans le monde, on a fait des conférences partout dans le monde. Donc en fait, ça nous a vraiment permis d'avoir une audience mondiale et de faire connaître notre travail partout dans le monde. Et donc cette œuvre-là, par exemple, Edmond Bellamy, maintenant, elle a une page Wikipédia qui n'a même pas été écrite par nous, donc ça c'est vraiment le top. Et donc voilà. Donc en gros, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer un peu les différentes choses qu'on a fait et ce qu'on a envie de faire dans le futur. Donc cette série de portraits classiques, ce qu'elle a un peu de particulier, c'est que vous voyez en bas à droite, il y a une formule mathématique qui est à la place de la signature. Donc en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est donner des indices du mode de création. Et donc en fait, au lieu de signer Pierre Hugo et Gauthier ou alors de signer Obvious, on signe avec la formule mathématique des GAN qui a permis de générer ces images. Fort de cette première série, on a un peu évolué, on a utilisé cette fois-ci. Non, ça, je vais vous en parler tout de suite. Mais en gros, cette fois, ce qu'on a utilisé, c'est des estampes japonaises. Et donc là, on a voulu vraiment s'imprégner du style de Hiroshige et de Hiroshige principalement. Et donc, ce qu'on a fait 11 portraits et 11 paysages. Et donc, par exemple, dans cette série, quand je vous dis qu'on essaye de parler d'intelligence artificielle, par exemple, dans cette série, on faisait un parallèle entre l'arrivée de l'électricité au Japon, dans le Japon traditionnel, et l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre société. Comment est-ce que les rapports de force changent en fonction d'une technologie? Comment est-ce que des gens voient dans une technologie quelque chose de fantastique, des gens voient dans une technologie quelque chose de réfractaire? Comment est-ce que certains trouvent ça bien pour leur business, d'autres ne veulent pas en parler, etc. Donc, ce qu'on essaye à chaque fois, c'est d'avoir un propos critique, outre le fait qu'on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, cette seconde série-là, elle est sortie il y a à peu près plus d'1 an maintenant. Et donc, en gros, je vais vous expliquer maintenant rapidement comment est-ce qu'on fait pour faire des œuvres avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, j'ai résumé ce petit processus en 5 étapes. Donc, le premier, c'est de trouver un sujet qui nous intéresse. Là, c'est toujours le moment où on s'engueule, on essaie de trouver le sujet. C'est un moment de tension. Mais bon, à la fin, on y arrive. Et donc, la première étape, c'est trouver un sujet. Et la seconde étape, c'est récolter une base de données. Donc, récolter une base de données, c'est-à-dire qu'il nous faut dans un dossier ces fameuses 15 000 images dont je parlais au début de ma présentation. Donc, pour ça, il y a plusieurs catégories. Soit on les enregistre sur Internet quand elles sont libres de droit, soit on fait des partenariats avec des ayants droit. Par exemple, nous, on est en train de travailler en ce moment sur Lascaux et les grottes préhistoriques. Et donc là, on a Lascaux qui nous a donné une autorisation d'utiliser leurs données. Après, comment est-ce qu'on fait? On fait en sorte que l'algorithme, en gros, fonctionne sur cette base de données. Et donc ça, il ne faut pas le voir comme un processus linéaire, il faut vraiment le voir comme un processus itératif, c'est-à-dire qu'on fait des allers-retours. Comme un peintre devant son tableau, en fait, on ne fait pas les choses bien du premier coup, et donc on essaye des choses, les résultats ne sont pas terribles, on réessaye. À chaque fois qu'on fait un essai, ça nous prend 24 heures quand même. Et une fois que quelque chose de l'algorithme, les résultats sont satisfaisants, et là, on passe à l'étape 4. Et l'étape 4, c'est l'étape de la curation. C'est comment est-ce qu'on choisit parmi toutes ces images qui ont été générées par l'algorithme, celles qui vont pouvoir servir notre approche artistique. Donc là, par exemple, on a besoin de se servir de tout ce qu'on a appris du mouvement artistique en question. Par exemple, dans le mouvement de l'estampe japonaise dont je vous parlais juste avant, en fait, on se rend compte que dans le théâtre traditionnel japonais, le kabuki, il y a toujours un gentil, un méchant, un travesti. Et donc ça, on l'a appris en s'intéressant au mouvement avant de travailler dessus. Et quand l'algorithme génère des images, nous, on doit retrouver ces personnages. Et puis la fin, le dernier step, et c'est un step qui est très très important à nos yeux, c'est choisir le médium. Parce que l'algorithme, il nous génère des images sur un ordinateur, mais des images sur un ordinateur, on peut en faire à peu près n'importe quoi. On peut en faire des bâches, on peut en faire on a une infinité de possibilités devant nous. Et donc là, nous, on doit choisir le médium et choisir le médium qui sera le plus opportun. Et donc, dans cette logique-là, la troisième série sur laquelle on a travaillé, c'est les masques africains. Donc les masques africains, pareil, même processus, on génère des masques africains. Et alors là, c'est là qu'arrive la partie du médium, parce que pour les portraits classiques et pour les estampes japonaises, c'était plat, et donc on utilisait de l'impression. Mais par contre, pour les masques africains, ce sont des vrais masques en bois, et là, on s'est dit, il faut aller plus loin. Et comment est-ce qu'on a fait ça? En fait, on a travaillé avec un artisan ghanéen. Et en fait, ce que vous voyez à gauche, donc, ce sont les images générées, et à droite, ce sont les masques
fini, créé en l'aide d'un artisan ghanéen, avec l'aide de cet artisan ghanéen. Donc ça, c'est très important pour nous aussi, c'est de mettre en pratique des valeurs, des savoir-faire traditionnels. C'est-à-dire que, en fait, faire des ponts entre l'ancien et le nouveau, c'est quelque chose qui nous amuse particulièrement. Et donc, vous le voyez sur les masques africains qui est à droite de cette slide, en gros, il y a le masque africain généré à gauche et le masque africain généré à droite. Mais en fait, on avait fait ça aussi pour notre série d'estampes japonaises. Pour notre série d'estampes japonaises, on avait produit une œuvre avec la méthode traditionnelle japonaise qui s'appelle le mokuhanga, où on grave des plaques de bois sur lesquelles on applique de la peinture. Et à la fin, par un processus lithographique où l'une, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, on a l'estampe finale. Et donc, en fait, pour nous, on a un vrai intérêt à faire des ponts entre les différentes, entre les différents secteurs, c'est-à-dire entre les créatifs et les artisans, entre les gens qui ont des savoir-faire traditionnels et les nouvelles technologies. Et nous, c'est ce qu'on aime. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est ce qui avait fait notre succès. Ce qui fait notre succès, c'est le fait qu'on n'essaye pas de s'adresser uniquement à une communauté tech qui comprend ce qu'est un algorithme d'intelligence artificielle. On essaye de le démocratiser, de faire en sorte que ma mère, j'y reviens, désolé, elle puisse s'intéresser à ce qu'on fait. Là, c'est un autre projet sur lequel on travaille, c'est le projet sur l'ASCO. Le projet sur l'ASCO, il est un peu différent au sens où on a généré des nouveaux animaux de l'ASCO, donc c'est ce que vous voyez à gauche de l'image, mais en parallèle, on leur a appliqué un transfert de style. Un transfert de style, c'est quoi? C'est, en gros, j'applique le style de la petite image que vous voyez en coin, et je l'applique à l'autre. Et donc, en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des street artistes. Toujours ce lien entre l'ancien et le nouveau. En fait, les street artistes, c'est un peu les nouveaux les nouveaux personnes qui peignent sur les murs. Et donc, on aimait ce parallèle. Et donc, en fait, l'image que vous voyez tout à droite, c'est le style du street artiste appliqué aux images qu'on a fait générer par Lascaux. Un autre type de travaux qu'on adore et qu'on aime présenter, ce sont des die shots. Ça, c'est ce que vous voyez, c'est des die shots. C'est nous qui les avons générés. Un die shot, c'est la photo d'un microprocesseur. Et en fait, nous, on a généré plein de microprocesseurs pour parler d'un sujet qui nous amuse particulièrement. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le processus de décision de la justice. En fait, ce que vous voyez là, on considère que c'est les futures cours de justice parce que, par exemple, en Estonie, et c'est le cas en ce moment en Estonie d'ailleurs, des algorithmes d'intelligence artificielle commencent à aider les juges à rendre des décisions de justice. Et donc, en fait, ce que vous voyez devant vous, c'est les futures cours de justice. Et donc, en fait, on aimait l'esthétique. Et en plus de ça, on trouvait intéressant de parler du futur de la justice au travers de ces photos de microprocesseurs. Donc ça, c'est moins la réinterprétation des courants de l'histoire de l'art, mais c'est plus parler d'intelligence artificielle et des actualités qu'il peut y avoir. Et alors ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment et sur lequel on aimerait bien avancer bientôt et à faire une exposition en Chine. Ce sont des portraits chinois, des portraits d'ancêtres chinois qui ont été faits à la même manière. Donc en gros, le travail de Obvious, il est principalement de réinterpréter les grands mouvements de l'histoire de l'art au travers des algorithmes d'intelligence artificielle, mais aussi de pouvoir parler et d'acculturer les gens à ce qu'est un algorithme et comment est-ce que ça marche. Et en fait, ça, c'est un travail qui se fait, nous, au début, en tant que fine art artist, c'est-à-dire artiste plasticien. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'autres industries créatives, et c'est pas ici que je vais en parler, mais en fait, en dehors de ce genre de webinaire, les gens ne sont pas forcément au courant, qui peuvent être utilisés dans ce genre, enfin, les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent être utilisés dans bien d'autres industries créatives. Et en ce moment, par exemple, on a fait en juin précédent une paire de Nike. Grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, on a pu générer une nouvelle paire de Nike et donc appliquer ça au shoe designing. Mais en même temps, on est en train de travailler sur la création de vêtements avec de l'IA. On est en train de travailler avec un chef pour faire de la gastronomie. Vous pouvez aller voir sur notre Instagram, faire de la gastronomie avec de l'IA. C'est-à-dire comment est-ce que je génère des plats de gastronomie et de haute gastronomie et je demande à un chef, à partir de ces images, qu'est-ce que ça t'inspire? Et donc, en ce moment, c'est ce sur quoi on travaille. Et en fait, il y a plein d'autres industries créatives comme ça qu'on essaie d'aborder. Et nous, en fait, en tant qu'artistes, on se considère à l'intersection de ces différentes choses. C'est pour ça qu'on travaille sur du clip en ce moment, qu'on travaille sur plein d'autres choses. Et donc,
ce qu'on veut, c'est faire de la démocratisation, c'est faire en sorte que les gens n'aient plus peur de ces technologies et qu'ils n'aient pas plus peur d'un appareil photo que d'un algorithme d'intelligence artificielle et qu'ils se disent c'est fantastique, moi aussi je veux le faire. Voilà, c'est à peu près tout et merci encore de m'avoir écouté. Merci beaucoup Pierre et merci pour cette conclusion hyper foisonnante. On se le disait au départ, on en a eu une démonstration tout au long, je pense, des interventions et voilà qui clôture et qui introduit le question-réponse puisque c'est le moment de poser, de vous poser quelques questions. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je vais essayer du coup d'être assez synthétique. Et je vais commencer par une question que j'adresse à ceux qui souhaiteront répondre. En fait, voilà, ce que je me demande, c'est quels sont pour vous aujourd'hui les enjeux, les obstacles, les difficultés, et puis de l'autre côté, les opportunités à trouver ou à dépasser en tant qu'entrepreneur, chercheur, artiste, en IA dans la région des pays francophones. Et parallèlement à cette question-là, quelles seraient, d'après vous, les mesures que le secteur public pourrait mettre en place, quel soutien pourrait être mis en place pour aider justement les chercheurs, les artistes, les entrepreneurs des ICC qui travaillent avec les technologies, les applications et les outils d'intelligence artificielle. Je ne sais pas qui veut commencer par répondre, mais allez-y. Oui, bien sûr. Pierre. Bah alors, pour ma part, je pense que la meilleure des mesures, ce serait, je sais que ça se fait pas complètement en France et que ça commence mais petit à petit, mais en fait, nous, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est les futures générations. Et donc, moi, je pense que l'apprentissage du code dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la primaire, avoir des ateliers, avoir l'obligation en technologie de plus forcément apprendre l'électrotechnique, mais le développement. Je pense que ce serait quelque chose qui serait fondamental et qui permettrait à une génération entière d'être déjà acculturée au développement, et donc à partir de ce moment-là, ils pourront chacun choisir leur voie et l'intelligence artificielle, plus précisément le deep learning, serait une des voies principales, mais je pense que ça commence par là. Pour les enjeux et les mesures, alors j'ai déjà un peu approché les enjeux dans mon propre travail, mais c'est propre aussi à plusieurs personnes qui travaillent, comme je disais, en art vivant et intelligence artificielle. Donc, il y a la difficulté de devoir générer ses propres banques, grandes banques de données, ce qui est aussi une opportunité, évidemment, puisqu'on peut les faire le plus proche de notre travail, le plus à l'image de notre travail. Mais ça implique des temporalités très longues et des budgets aussi assez faramineux. Dans mon propre projet, comme c'est dans le cadre d'une recherche universitaire que je mène cette création, j'ai l'opportunité d'avoir accès à des locaux, le soutien d'Hexagram aussi, par exemple, mais ça reste très marginal, le type de soutien qu'on peut obtenir pour une communauté de créateurs qui est en émergence. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de grands échanges dans cette communauté de praticiens, puisque chacun avance un peu de son côté. Donc, c'est sûr que dans mon travail, je vais essayer, dans ma thèse écrite, parce qu'il y a l'œuvre, mais il y a aussi une thèse écrite, de visibiliser les actions. C'est quoi coder à partir du vivant? Quels sont les choix qu'on a opérés, etc. Et je pense que là, si on pouvait avoir plus de soutien peut-être pour continuer de développer… Il faut savoir que les arts vivants vont rester à la traîne par rapport aux arts visuels et médiatiques, par exemple, si on n'a pas davantage de soutien, de support pour mener ce type de laboratoire, ce type de création, qui sont onéreuses. Mais si on soutient pas les arts vivants dans leur démarche d'appropriation de ces technologies, on va être complètement largué, vraiment fort. Et donc voilà, ce serait l'appel que je lancerais. Quelqu'un d'autre pour compléter justement cet appel? Oui, peut-être. Oui. Sorry. Ah, on est deux.
No, no, I guess I think the largest issue is the question of what kind of relationship do we want to have with these machines. You know, we ask this question about human beings all the time. What kind of relationship do we want to have with our fellow human beings? We see right now in the crisis we're in the ecological and the viral context that we're now living through, the whole question of what our fellow human beings give to us is front and center. So as we have to deal more and more with these machines taking on increasingly what we might call biological capabilities, thinking and feeling and acting on the world, we're going to have to decide what relationship we want to have with them, because even though we build them and we decide, the forms of autonomy that will eventually emerge, we're not prepared for at the moment. So I think it becomes more of a question of how we start to look at an entanglement between us, just like we try to do with the ecological crisis, of trying to understand what the entanglement of the environment that we're in and our actions in that environment, what impact those have. We're going to have to do the same with these machines. René? Peut-être simplement revenir un peu sur l'analyse que l'on faisait du milieu. Le milieu du livre est un milieu à la fois culturel et économique. Et si on veut profiter des possibilités, profiter d'une technique pour pouvoir favoriser une économie, oui, mais au final, assurer à des petits joueurs éditoriaux, des libraires, des distributeurs de pouvoir conserver leur place. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour y arriver, à condition qu'il y ait une forme d'accompagnement. Comme ce sont de petits joueurs, c'est un peu la réalité que décrivait Marine. Il faut avoir les installations, il faut pouvoir mettre ensemble les gens pour pouvoir recueillir les données et assurer une mutualisation et des efforts et des données pour pouvoir arriver à des outils qui vont permettre à un ensemble d'acteurs de pouvoir combattre un peu Amazon. Il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure des plateformes pour pouvoir éviter Amazon. Il y a plusieurs plateformes de distribution du livre, mais qui n'ont pas encore poussé très loin la possibilité d'utiliser les données, de pouvoir mieux intégrer des outils pour identifier les œuvres, pour pouvoir aller chercher souvent des livres de zones culturelles qui ne seront pas dominantes et faire en sorte qu'il n'y a pas que la littérature américaine qui surgit tout à coup quand on fait une requête dans un engin de recherche. Et peut-être qu'on peut tout de suite passer à la question de Lynn Beauchamp, qui justement s'adresse à Tom Lebrun et qui demande, vous avez abordé la question de la mutualisation des données pour accélérer justement l'impact positif de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'édition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et qui gouverne les données, Tom Lebrun? Alors, j'essaie de voir où est cette question. C'était la question de qui? Alors, c'est la question de Lynn Beauchamp, qui se trouve dans... Voilà. L'utilisation des données. Qui gouverne les données? Qui gouverne les données? Les données sont gouvernées par les plateformes qui les collectent. C'est un très vaste sujet au niveau juridique parce que vous vous doutez bien que les enjeux ne sont pas uniquement culturels. On voit qu'il y a des enjeux, il y a des enjeux politiques, des enjeux économiques énormes derrière. Il y a toute une stratégie qui est en train de se mettre en place à la fois par les juristes et par les politiques pour voir comment est-ce qu'on pourrait récupérer ces données pour pouvoir en faire une force au niveau des États concernés, parce que pour l'instant, l'essentiel des données sont ramassées par les plus gros joueurs. C'est là où en fait on retrouve l'enjeu qu'on essaie de pousser, René et moi, au niveau de ce livre blanc. Le monde du livre, c'est un écosystème très particulier qui est constitué essentiellement d'un maillage de petits, voire de très petits acteurs. Pour faire en sorte que tout le monde puisse profiter
des avancées de l'intelligence artificielle, non pas comme vecteur d'uniformisation de la culture, mais au contraire comme moyen de continuer à promouvoir ces diversités. Il y a des stratégies que évidemment Octavio connaît bien à l'UNESCO pour promouvoir ces diversités culturelles-là. Un des seuls moyens d'y parvenir, c'est de permettre aux petits joueurs d'accéder à ces énormes jeux de données qui sont collectés. Qui sont collectés d'une part par les gros acteurs, mais qui sont aussi produits par les petits acteurs et par les différents maillons de cette chaîne. Donc tout l'enjeu, c'est de mutualiser, parce que c'est par là qu'on peut évidemment unifier les efforts, que ce soit au niveau de l'édition, que ce soit au niveau des librairies, que ce soit au niveau des bibliothèques, voire même des travailleurs du livre, des écrivains, etc. Donc, c'est ce qu'on essaie de pousser, mais ça, cette mutualisation qu'on appelle de nos voeux, on va dire, elle ne peut pas se faire sans direction, si on peut dire, des principaux acteurs publics sur la question. Il y a besoin vraiment d'une mobilisation institutionnelle sur ces sujets-là. Et merci Tom Lebrun. On revient alors par la bande à la question précédente du soutien et de quels sont les enjeux, quelles sont les mesures aussi à pointer du doigt, de quoi le secteur, sur quoi pourrait-il s'appuyer aujourd'hui. Vous venez d'évoquer justement la mutualisation des efforts. Et Sharon Weinblum, je pense que vous souhaitiez rajouter quelque chose à ce propos. Oui, mais rapidement, puisque ça avait déjà été évoqué lors des précédents webinaires, mais comme on parle de soutien institutionnel, je pense qu'effectivement, il est important de réaliser à quel point les soutiens existent et sont parfois méconnus. Et donc, je pense que c'est un bon moment pour les rappeler. Bon, évidemment, je parle uniquement au nom de la région Wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais pas plus tard qu'il y a quelques jours, par exemple, la Wallonie a lancé un appel à projet pour les industries culturelles et créatives qui permettra notamment de soutenir les talents émergents avec des projets qui peuvent obtenir l'octroi de bourse allant jusqu'à 40 000 €. On a évidemment, comme vous le savez, soutenu le guide sur l'intelligence artificielle dans les ICC avec l'OIF. Il y a différents projets également qui existent de soutien, parce qu'on parle de codage. Nous avons en Belgique justement des centres importants qui permettent la formation assez large des jeunes et moins jeunes au codage en Wallonie et à Bruxelles. Donc Bicode notamment, Molenbeek qui va s'installer à Charleroi très prochainement, ça vient d'être annoncé. On a parlé également de Trail qui a été lancé il y a quelques semaines. Donc tout ça sont des initiatives qui effectivement visent à mettre en lien les différents acteurs des écosystèmes en Wallonie, mais qui permettront également, grâce à d'autres outils de coopération, des financements à l'international, grâce notamment aux échanges que nous avons entre la Wallonie et les écosystèmes dont on a parlé ici. Donc c'est certain qu'ici, je pense que l'important, c'est vraiment que nous continuions à rappeler l'existence de ces outils de promotion et de soutien financier. La crise de la Covid a vraiment frappé lourdement les industries culturelles et créatives, et en même temps rappeler l'importance de celle-ci, dont on connaît l'importance notamment en termes d'impact économique et de retombées économiques. Donc ici, voilà, c'est juste un message pour rappeler que des initiatives existent et qu'il faut effectivement continuer à les promouvoir. Et donc j'espère qu'on pourra peut-être faire circuler justement ces offres peut-être après le webinaire d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup pour le rappel particulièrement concret de ce qui existe aussi et de ce qu'on peut trouver. Je vous ai mis justement l'appel à projet START dans la conversation. C'est vrai que ça concerne plutôt la Wallonie, mais voilà, ça montre aussi que ça existe et qu'il faut aussi les dénicher. Il y a eu beaucoup de questions, énormément de commentaires. Ça va être un peu difficile de clôturer, d'aller vers une clôture en tout cas, parce qu'on arrive déjà au bout du webinaire d'aujourd'hui.
On avait quand même une question de Saleh Dagash Ousmane, qui est étudiant et chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, et qui demandait voilà, quels sont les risques de chômage éventuels liés à l'IA, et notamment pour les jeunes issus de pays en voie de développement, des pays où justement le chômage est déjà particulièrement trop bien implanté, et quels seraient les mécanismes de redistribution de la richesse au niveau global. Je vais vous inviter pour ces questions-là à revenir lors du prochain webinaire qui aura lieu le 9 décembre à 18h30 et qui concernera justement la richesse de l'espace francophone, de ce qui s'y fait et de comment c'est un atout aussi pour l'intelligence artificielle. Je vais peut-être encore juste prendre quelques petites questions qui étaient très ciblées. Là, en l'occurrence, il y en avait deux pour Alexandre de Brébisson, qui était: est-ce que Lyrebird peut être aussi utilisé pour de l'édition musicale? Et puis, une seconde, est-ce qu'elle a été brevetée déjà, cette start-up, cette application? Alors, bonne question. Alors, la première question, non, c'est pas disponible dans notre logiciel actuel, mais on y a travaillé à titre expérimental et ça commence à marcher. Donc, je pense que ça va se démocratiser dans les prochaines années à venir. On pourra éditer de la musique comme on édite de la parole un peu dans notre logiciel. Et pour la deuxième question, est-ce qu'on a breveté la technologie? Le cœur de l'algorithme n'est pas breveté. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée au début parce qu'on avait un petit peu peur des géants de la tech, Google, Facebook, Amazon. On a décidé de ne pas le faire et au lieu de faire ça, plutôt de publier certaines des parties de l'algorithme dans des journaux, dans des conférences, donc publiquement, de manière à ce que ce soit plus possible de le breveter par un concurrent. Et on a quelques brevets sur des petites parties pour se protéger finalement d'attaques d'autres entreprises, mais le cœur de l'algorithme n'est pas breveté. Et en parlant d'algorithme, peut-être justement une dernière question pour aujourd'hui. Est-ce que, c'est Marina Markelou qui pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on devrait octroyer le droit d'auteur ou un autre régime juridique pour l'art généré par l'intelligence artificielle, pour les algorithmes, pourquoi pas? C'est une question qui avait déjà été en partie abordée lors du précédent webinaire, que vous pouvez aussi retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube, il y a tous les liens dans la conversation. Mais peut-être que Pierre Fautrel, qui l'a rapidement abordé dans sa présentation, voudrait ajouter quelque chose à ce niveau-là. Alors, c'est un sujet qui est vraiment très, très compliqué. En fait, le premier sujet, c'est un sujet d'acculturation des personnes, du corps juridique, en fait. Nous, on fait beaucoup ça. Par exemple, au début, notre avocat de la propriété intellectuelle, il ne faisait pas la différence entre un robot et un algorithme. Et donc, pour pouvoir parler correctement en droit, c'est-à-dire le droit, c'est des mots c'est des mots qui régissent notre vie. Et en fait, si les personnes utilisent des mauvais mots, c'est-à-dire si à la place de dire algorithme, on utilise robot, ou et ben en fait, on a un problème fondamental, ce qui fait qu'on ne parle pas des bonnes choses. Donc, nous, c'est un premier truc qu'on fait, c'est-à-dire travailler avec beaucoup d'instances juridiques pour leur expliquer ce qu'est un algorithme, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a en dessous du capot en fait. Parce que entre ce qui peut être écrit sur le net et ce qui existe pour de vrai dans la réalité scientifique des faits, ben, il y a une vraie différence. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est est-ce qu'un algorithme peut être auteur? Moi, je pense sincèrement que non. Je pense qu'un algorithme, c'est un outil au service d'un auteur. On adore nous faire cette comparaison. Vous savez, un jour, il y a eu quelqu'un qui a fait peindre un éléphant et qui a mis en lui trempant sa trompe dans de la peinture et en faisant peindre l'éléphant et en fait, on a fait croire aux gens que c'était l'éléphant l'artiste. Mais non. En fait, la personne qui est l'artiste, c'est la personne qui a eu l'idée de faire peindre l'éléphant pour poser plein de questions sur ce qu'est l'art, quelles sont les frontières, etc. Et donc, en fait, ce parallèle avec nous qui utilisons des algorithmes, il est assez marrant parce qu'on nous pose souvent la question, est-ce que c'est l'algorithme l'auteur ou est-ce que c'est vous-même? Mais non, en fait, pour nous, et d'après ce que je connais du droit français, une œuvre d'art doit être l'issue d'une démarche artistique et d'un processus artistique. Et en l'occurrence, les algorithmes d'intelligence artificielle n'ont aucune intention
n'ont aucune capacité à comprendre un contexte, n'ont aucune capacité à faire plusieurs choses en parallèle et à les rassembler à un moment. Et quand je vous avez vu, j'ai expliqué un peu notre processus artistique, ben on se rend compte qu'il y a des choix à toutes les parties du processus. Et donc, en fait, essayer de donner un droit d'auteur à un algorithme, aujourd'hui, c'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire c'est essayer de prêter des intentions humaines à des choses qui ne le sont pas du tout. C'est quand vous voyez, par exemple, une Twingo et que vous avez l'impression de voir un visage humain dedans. Et ben, en fait, là, c'est pareil. Puisque on l'appelle intelligence, et ben, on a l'impression que c'est un humain, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est juste un algorithme. Et donc, en fait, le droit d'auteur, cette question-là, elle est intéressante, mais elle est assez vite répondue dans le droit pour le moment sur qui est l'auteur. Ben, c'est la personne qui est la tête de la démarche artistique. Et dans le cas d'art, et je pense à art, dans mon cas, je parle d'art plastique, mais en fait, plus généralement, que ce soit si jamais demain vous écrivez un livre avec GPT-3 dont on a longuement parlé aujourd'hui, ou alors si jamais demain vous faites, je sais pas, une musique avec des algorithmes d'intelligence artificielle, jamais, pour l'instant, l'auteur ne peut être un algorithme parce qu'il n'y a jamais eu d'intention, et c'est de là dont part tout le processus itératif pour créer une œuvre d'art. Je me permets peut-être d'intervenir rapidement. Je peux qu'être d'accord avec ce que vient de dire Pierre Fautrel. Une mention toutefois à l'égard des données qui sont utilisées, c'est peut-être une des questions les plus intéressantes, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle, lorsqu'ils sont utilisés dans les industries créatives, sont toujours utilisés sur des jeux de données et peuvent recréer l'identité esthétique des sources en fait, qui ont été utilisées. On le voyait bien dans les tests qu'il avait démontrés. Ça peut poser des enjeux plus comment dire, prégnants en termes de droit d'auteur, ne serait-ce que parce qu'on va posséder sur notre ordinateur une copie protégée d'une œuvre. Et pour la question de l'autorité, est-ce que l'IA peut être considérée comme créatrice? En ces termes, non. Il faut bien distinguer l'actentialité dont on parlait tantôt, l'agentivité en art, ce qui peut conduire l'identité esthétique de l'œuvre, et la question légale qui requiert toujours qu'il y ait un être humain à la source du droit d'auteur qui va être attribué. Si je peux me permettre de revenir là-dessus, c'est très intéressant. Et en fait, le droit en ce moment est pas du tout clair sur en gros, donc nous, dans notre cas, pour ne pas avoir affaire à ce problème-là, donc comme je le disais, soit on utilise des images qui sont libres de droit, soit on utilise en gros des partenariats où les ayants droit nous donnent des autorisations. Pour autant, je pense que si aujourd'hui je prends des images qui ne sont pas libres de droit, dont je n'ai aucun droit, et que je les fais fonctionner et que je les donne à l'algorithme, et que je crée une autre image qui n'est pas, etc. Je pense, et le procès n'a pas eu lieu, et donc la jurisprudence mondiale n'a pas eu lieu, mais je pense que les auteurs gagneraient, parce qu'en fait, il y a un processus transformatif. C'est comme si je donnais un livre sur les dinosaures à un enfant qui regardait toutes les images et qui comprenait ce qu'était qu'un dinosaure et qui leur faisait un. En fait, pour autant, l'éditeur de ce livre-là n'est pas comment dirais-je, n'est pas un des ayants droit de l'œuvre finale qui est le dessin de mon enfant. Et donc, en fait, le processus transformatif, c'est quelque chose sur lequel se battent énormément en ce moment les juristes, mais pas que dans le milieu de l'intelligence artificielle. On voit en ce moment sur YouTube et sur plein d'autres plateformes comment est-ce que si je prends un bout de film et que je le mets dans une de mes vidéos, est-ce que je prends du droit d'auteur, etc. Et donc en fait, ce processus transformatif, c'est le processus du remix ou du sample qu'il y a pu y avoir dans la musique, du medley, etc. Et en fait, c'est un processus qui est lié à cette génération Internet, lié à ce phénomène de boule de neige qui fait qu'on reprend toujours les travaux des autres pour les modifier, pour les envoyer. Et en fait, vous voyez par exemple, je sais pas, un des artistes contemporains les plus en vogue du moment qui s'appelle Alec Monopoly. C'est pas que j'adore son travail, mais c'est quand même un des artistes qui a le plus de succès au monde. Cette personne-là passe son temps à retravailler sur des sacs Chanel, à mettre des logos de pop art, etc. Et pour autant, ils n'ont pas de procès. Donc en gros, il y a le droit
et il y a aussi l'éthique, c'est-à-dire est-ce que je peux prendre le travail de quelqu'un, juste changer quelque chose, et est-ce que c'est vraiment changé, quelle est la frontière de la transformation, etc. Et en fait, les algorithmes d'intelligence artificielle rentrent dans cette partie de la transformation. C'est des débats qu'il faut avoir, mais c'est quand même pas encore réglé. Et même aujourd'hui, je pense que ce serait, je pense que la personne gagnerait encore son procès si elle faisait ça aujourd'hui. Si je peux juste ajouter un troisième volet peut-être à la question du droit d'auteur. On a parlé de est-ce que l'IA peut être considérée comme auteur ou l'usage d'images qui appartiennent où il y aurait des droits d'auteur, par exemple. Puis, il y a aussi toute la question entre les gens de la pratique, d'une même pratique autour de l'intelligence artificielle et de l'art, de dire au niveau des procédés, finalement, est-ce qu'il y aurait des droits d'auteur à appliquer ou non en fonction des types d'usages qui sont faits avec certaines banques d'images plutôt que d'autres, etc. Et c'est quand même intéressant parce que il y a eu, entre autres autour de Bellamy, il y a eu au sein de la communauté un peu des frictions entre des artistes qui avaient utilisé le même type de procédé avec des mêmes types de banques d'images, etc. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en même temps, ce sont des images libres de droit d'auteur. Ce sont beaucoup des logiciels open source qui sont utilisés pour faire ces types d'œuvres. Et donc, est-ce qu'il y a des droits d'auteur à appliquer? Je n'ai pas d'avis, hein, je fais juste comme soulever que ça pourrait être un troisième volet de droit d'auteur, de dire est-ce que finalement, puisque c'est de l'algorithme, peut-être qu'on va retrouver certaines fois beaucoup de similitudes dans les procédés artistiques cette fois, donc de processus créatifs, et peut-être aussi certains types de résultats qui vont être proches puisqu'on travaille sur des mêmes banques d'images, etc. Alors bon, moi, j'y suis pas confrontée, comme je le disais, parce que je suis obligée de créer ma banque d'images, mais je sais que ça pourrait être aussi un troisième volet qui finalement est peu abordé, de dire justement s'il y a aussi des droits d'auteur entre les artistes par rapport à leur pratique artistique, à leur processus qui mènent à des œuvres. Il y a la question de l'œuvre, mais il y a aussi les questions de processus. Et l'art pendant le XXe siècle a beaucoup bougé entre une vision moderne de l'art où l'artiste est un génie créatif et une vision plus processuelle de l'art où l'œuvre est dans le processus. Et donc, si en art et intelligence artificielle, l'œuvre est davantage dans le processus, alors peut-être qu'il faut aussi questionner les droits d'auteur par rapport à ces processus. En sachant que peut-être on va vite tourner en rond parce que si on utilise tous des algorithmes qui sont des algorithmes permis par certaines banques, par certains logiciels open source, avec des banques de données dans lesquelles on peut tous aller puiser. Enfin voilà. Après, évidemment, il y a tout le travail de curation des images dont parlait Pierre. Il y a les choix, il y a tous les choix qui sont posés et il y a les créations d'algorithmes aussi. Mais donc, par rapport au processus, je trouve qu'aussi on peut poser cette question, est-ce qu'il faudrait ou non appliquer des droits d'auteur sur les processus créatifs quand l'œuvre finale n'est pas le tout, mais qu'il y a aussi tout l'aspect processuel dans l'œuvre. Voilà. Gardez en tête que enfin, je ne sais pas de quoi exact. Enfin, genre, juste pour préciser, les algorithmes en tant que tels sont protégés par le droit d'auteur au même titre que des œuvres littéraires parce qu'en tant que programme écrit, ils bénéficient d'une protection par le droit. Donc, en tant que tel, ils sont déjà protégés, mais par contre, le processus dont tu parles, le processus artistique, la démarche, etc., ça rejoint la notion d'idée, hein, c'est qu'il n'y a pas forcément de protection de cet ordre-là. Mais je clôt là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Ah, je vois que Cédric voudrait peut-être rajouter quelque chose. Vas-y. Je peux juste rapidement ajouter un exemple de jurisprudence à propos de quelque chose de lié à ça. Il y a quelqu'un qui a créé un deepfake en prenant la voix du rappeur américain Jay-Z pour illustrer un texte qui n'a rien à voir avec une création de Jay-Z, mais il a juste pris la voix en gros. Et je sais que Jay-Z les a poursuivis en justice et je ne pense pas que ça a été décidé, mais c'est un exemple concret de jurisprudence qui est en train de se former dans un cas assez intéressant, je trouve. Merci. C'est voilà, sur ces questions qui concernent le cadre juridique, le contexte éthique, les approches philosophiques
que le débat continue à s'écrire. Merci à vous toutes, à vous tous pour vos questions. Il y en avait encore beaucoup. Il y a évidemment plein de choses qu'on pourrait encore ouvrir. N'hésitez pas à aller revoir les premiers webinaires et surtout à vous inscrire au suivant qui aura lieu le 9 décembre à 18h30, heure de Paris. Vous êtes les bienvenus pour continuer à discuter de tout ça et justement à la richesse de ce foisonnement. Merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup.